À Ouaré, village situé dans la commune de Ouargaï, les habitants crient victoire. Et pour cause, le pont qui est en finition va désenclaver la localité regorgeant de potentialités agricoles. L'économie de la région en sera mieux portée. 214 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'édification de cette infrastructure. Et puis, chaque année, depuis 1948, le 7 avril, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la santé. Une journée pour sensibiliser l'opinion publique autour d'un problème de santé donné. Et pour 2013, l'hypertension artérielle a été retenue comme thème principal. Au Burkina Faso, comme dans d'autres pays de la sous-région, 40% d'adultes souffrent de cette pathologie. Et je reçois sur ce plateau le professeur André Samadoulgou pour l'entretien de ce Midi Magazine. Bonjour et bienvenue à tous. Mais avant de développer ce titre, rendons-nous à l'Assemblée nationale où hier après-midi, le gouvernement a été interpellé à 3 reprises. 3 questions orales avec débat portant sur l'éducation de base, la réforme du système en lui-même et aussi sur la problématique des huiles alimentaires au Burkina Faso. La synthèse avec Sougrinoma Ibrahim Guigma. Le programme de développement stratégique de l'éducation de base, PDCEB, vise à assurer une éducation de qualité aux enfants burkinabés. Avant lui, le programme décennal de développement de l'éducation de base, PDEB, était également investi de cette mission. Mais ce dernier n'a pas pu sortir tous les enfants burkinabés des écoles sous paillotte. Alors, question, le PDCEB réussira-t-il là où le PDEB a échoué, s'interroge le député Alidou Sanfo. Le gouvernement interpellé, c'est le chef du département éducation nationale qui monte au parloir. Koumba Bolibari avance un chiffre de 3421 salles de classe, encore sous paillotte au Burkina Faso, mais que l'on s'en digne pas, rassure-t-elle, d'ici à 2015, cela ne relèvera plus que de vieux et mauvais souvenirs. Un programme de construction progressive est en effet déjà en marche et des comités de suivi de la qualité des infrastructures sont installés dans chaque province. Le député Christophe Ouedraogo, quant à lui, se souvient qu'en 2007, 45 collèges d'enseignement général ont été retenus pour appliquer la première phase de la réforme de l'éducation qui consistait à permettre à tout élève admis au certificat d'études primaires CEP d'accéder automatiquement en classe de 6e et de ne pas être exclu avant ses 16 ans. Depuis son lancement, cette réforme n'a plus donné signe d'exécution. Aucune autre phase n'a suivi la première. Alors, le député Ouedraogo vient aux nouvelles. Qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles solutions le gouvernement envisage-t-il? Le ministre en charge des enseignements secondaires et supérieurs absent à l'hémicycle, c'est sa collègue de l'éducation nationale qui lui prête sa voix. Elle se félicite d'abord des acquis de la dite réforme avant de reconnaître les difficultés dont elle fait face. Mais le gouvernement y veille. À court terme, 1000 collèges seront construits d'ici à 2015, accompagnés d'un recrutement en qualité et en quantité du personnel enseignant et administratif. À long terme, chaque département sera doté d'un collège d'enseignement technique et la spécialisation des enseignants de l'éducation de base est en vue. Le député Sita Ouattara, quant à elle, a fait un constat. Sur la place du marché burkinabé, il y a une 50aine d'huiles alimentaires issues pour la plupart de l'importation. Sa problématique se construit alors non seulement autour de la qualité de ces huiles alimentaires, mais aussi autour de la stabilité des huileries nationales. C'est une préoccupation majeure du gouvernement, rassure Arthur Kafando, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, si importante qu'elle est traitée conjointement par au moins 4 ministères par l'entremise de leurs services compétents. La lutte contre la fraude et la contrefaçon n'est pas un combat sans issue, pour peu que chacun y mette du sien, à commencer par le consommateur, soutient Arthur Kafando pour clore ses propos.
Et toujours dans l'éducation, nous parlons maintenant du système LMD, entendez par là, licence, master, doctorat, adopté depuis 2007 au Burkina Faso. À Bobo Dioulasso, les acteurs des enseignements supérieurs et secondaires se penchent sur l'harmonisation du système qui devrait régler les dysfonctionnements rencontrés dans les universités nationales. Karim Sissé. Depuis l'adoption en 2007 du système licence master doctorat communément appelé système LMD par le Burkina Faso, le gouvernement et les différents acteurs des enseignements secondaires et supérieurs sont à pied d'œuvre pour sa réussite. Cette synergie d'action a permis en 7 ans d'application d'engager des résultats significatifs dans certaines unités de formation et de recherche, mais force est de constater que quelques dysfonctionnements subsistent. C'est donc pour recadrer et harmoniser le système LMD que la rencontre de Bobo Dioulasso a été initiée. Il y a un flux d'étudiants au niveau de toutes nos universités qu'il va falloir, n'est-ce pas, pouvoir encadrer. Il faut alors à ce moment-là des investissements supplémentaires sur le plan donc des infrastructures comme les amphithéâtres et les salles pour les travaux dirigés ou pratiques. Mais il faut également s'assurer que le nombre des enseignants est suffisant. Le gouvernement, une fois de plus, est très attentif au développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. C'est pourquoi il a été instruit, Monsieur le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, d'évaluer tous les besoins au niveau des universités publiques, afin que le gouvernement suive de cela de près. Pendant 2 jours, il sera question pour ses participants de faire un diagnostic du système LMD et de proposer des solutions à même de permettre une cohésion et une transparence des mécanismes de coordination et de suivi du système LMD au pays des hommes intègres. Et pendant ce temps, à Ouagadougou, le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle donne de la voix. Au cours de son assemblée générale tenue à Ouagadougou, donc le FONAEF a réaffirmé son rôle de mobilisation et de distribution des ressources nécessaires à l'élargissement de l'accès à l'alphabétisation. Le fonds veut ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière d'éducation, comme nous le rapportent Ramatou Zida et Nyakiteda. Atteindre un taux d'alphabétisation de 60% d'ici à 2015, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement burkinabé. Une échéance qui tire inexorablement vers sa fin et les acteurs multiplient les efforts pour être au rendez-vous de cette échéance. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre pour faire le point de la mise en œuvre du Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Un fonds créé en 2002 pour booster l'élan éducatif. Puisque c'est une assemblée générale, elle a pour objet aujourd'hui de faire le bilan moral, et bilan également financier, et aussi donner les perspectives pour l'avenir. Parce que donc, comme vous le savez, et comme vous le constatez également, que le besoin y est, dans la mesure où nous avons encore, peut-être, j'allais dire, plus de 60 populations encore analphabètes. Depuis sa création, le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle a permis à nos jours de satisfaire près de 80% de l'offre éducative. Des difficultés ont été constatées dans la mise en œuvre, certes, mais ce sont des difficultés qui n'entachent en rien les résultats engrangés et qui constituent un motif de satisfaction selon le président du conseil d'administration. À cette rencontre, il est attendu de nouvelles directives et des recommandations afin de renforcer les capacités institutionnelles et financières du fonds. Restons dans cette ambiance studieuse pour parler santé. Le premier conseil d'administration du secteur donc ministériel de la santé de 2013 a relevé des résultats jugés satisfaisants et ce, malgré les difficultés rencontrées. Des activités ont été menées en 2012 et le point est fait par Wendata Nathalie Kaouré. Des événements ont marqué le contexte de mise en œuvre du plan d'action 2012 dont il est question à ce CACEM du département de la santé.
Il s'agit entre autres de l'afflux de réfugiés maliens dans certaines régions sanitaires et des revendications sociales répétées dans le secteur de la santé. En dépit de ces événements, le ministère dresse un bilan qu'il juge satisfaisant. Nous avons continué à mettre en œuvre un certain nombre d'actions en faveur de la santé des populations. Nous avons également, au niveau de la gouvernance, élaboré le plan stratégique des ressources humaines dont nous aurons certainement l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil des ministres dans quelques semaines. Il y a eu également la mise en activité des CHR nouvellement construits à Waïguya et à Tenkodgo et qui sont équipés. Nous avons également mis en activité le CMA de Goursi qui a été construit, et puis il y a eu de nouvelles infrastructures qui ont été construites tant au niveau des maternités que des dispensaires. La faible disponibilité des intrants et des produits de santé, l'insuffisance de capacité des acteurs de la santé, l'insuffisance de ressources humaines et financières, ce sont là les principales difficultés qui ont quelque peu mis à rude épreuve l'exécution des activités de 2012. C'est ainsi que, tout en félicitant l'ensemble du personnel pour leurs efforts, le ministre de la Santé les a invités à plus de sacrifices et d'abnégation pour transcender les difficultés et pour plus de résultats satisfaisants en 2013. On en vient à l'entretien de ce Midi Magazine et je vous le disais en titre, le professeur André Samadoulgou est avec nous sur ce plateau. Bonjour professeur. Bonjour madame. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc cardiologue au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et professeur à l'université. Et cette année, le monde entier a placé la journée dédiée à la santé à un thème important, l'hypertension artérielle. Une pathologie donc qui est la cause de décès d'un adulte sur 3 dans le monde. Alors dites-nous professeur, c'est quoi exactement l'hypertension artérielle? Merci encore de nouveau. L'hypertension artérielle, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Mais de façon plus simple, c'est lorsque la pression artérielle est au-delà de 14,9, pour parler beaucoup plus simplement. D'accord. Alors, les chiffres montrent peut-être que les femmes sont plus touchées par cette pathologie que les hommes. Est-ce qu'il y a un fait qui explique cela? Les femmes, effectivement, sont plus touchées que les hommes pour plusieurs raisons. D'abord, la femme, quand elle est malade, elle va vite consulter, alors que les hommes mettent encore plus de temps pour aller consulter. Deuxième élément concernant cette prédominance, c'est quand même que la femme est plus représentée dans la population. Donc, il va de soi qu'elle soit plus concernée. Alors, quelle est la fourchette d'âge de personnes? On parle d'adultes, mais à quel âge on peut justement contracter cette pathologie-là? L'hypertension artérielle existe à tous les âges. On peut en avoir chez les enfants, on peut en avoir chez les jeunes. Et ce qui est particulier actuellement, c'est qu'on note plus de cas d'hypertension artérielle sur des sujets jeunes. Et là, il faut le dire de façon bien nette, pas parce qu'on est mince ou bien qu'on est jeune, qu'on n'est pas hypertendu, on peut l'être. Et nous allons y arriver, surtout au niveau des signes, c'est que l'hypertension artérielle peut exister sans aucun signe. Justement, quels sont les signes de l'hypertension artérielle et peut-être les complications qui peuvent en découler? Les signes, premiers signes, ce sont les céphalées, les maux de tête. Le matin au réveil, ou bien des céphalées au cours de la nuit, dans la deuxième moitié de la nuit, sont des signes qui doivent attirer l'attention. Les vertiges, les bourdonnements d'oreilles, les palpitations. Et parfois même, lorsque, au cours de la nuit, la personne est obligée de se lever pour aller se soulager, ce sont des signes d'hypertension artérielle. Et comme j'ai dit également, c'est possible qu'il n'y ait aucun signe. Les complications, il y a des organes qui sont plus ciblés. Vous avez le cœur, bien sûr, vous avez le cerveau, vous avez l'œil, vous avez le rein. Le rein, c'est l'organe qui épure le sang. Et vous avez bien sûr les artères. Alors, on parlait tantôt des jeunes ou bien des personnes qui ne sont pas fortes de la masse corporelle peuvent contracter donc l'hypertension artérielle. Est-ce qu'on peut avoir une cause de la pathologie? L'hypertension artérielle, il y a deux groupes.
Il y a le groupe des hypertensions artérielles secondaires, donc secondaires à une affection rénale, comme nous en parlions tantôt, ou bien endocrinienne, et j'en passe. Et il y a le deuxième groupe où il n'y a aucune cause. Et ce groupe est le plus important présentement. Parce qu'avec les différentes explorations, on ne trouve aucune cause à cette hypertension artérielle. Mais des faits existent quand même, tels que l'hérédité. Quand dans la famille, un parent est hypertendu, vous êtes plus prédisposé à être hypertendu. Alors, est-ce que l'hypertension artérielle est fatale? L'hypertension artérielle, ce n'est pas une fin en soi. Parce que des mesures thérapeutiques existent. Il faut bien sûr respecter des mesures hygiéno-diététiques et bien sûr prendre également des médicaments régulièrement. C'est d'autant plus simple à prendre en charge que quand la personne est compliante au traitement, quand la personne suit correctement son traitement, suit les conseils de son médecin, il est à mesure de vivre comme toute autre personne sans aucune particularité. Alors, est-ce qu'il y a des mesures justement à prendre pour éviter d'avoir l'hypertension artérielle? Là, vous posez une question assez importante parce que le plus souvent, nous voyons nos malades déjà avec l'hypertension artérielle. Mais pour prévenir l'hypertension artérielle, il y a des facteurs qu'on appelle modifiables et il y a des facteurs non modifiables. Par exemple, quand vous descendez d'un parent qui est hypertendu, c'est un facteur que vous ne pouvez pas modifier. Le sexe également, on ne peut pas le modifier. Mais des facteurs modifiables existent et sur ces facteurs, effectivement, on peut agir tels que la consommation de sel. Et beaucoup de gens ne savent pas. C'est que certains aliments comportent du sel à notre insu. Juste l'exemple des boissons gazeuses contiennent du sel. Et le sel est un élément qui peut contribuer à faire monter la pression artérielle. Le sucre. Quand on prend beaucoup de sucre, on se prédispose au diabète. Et le diabète, 50% des diabétiques sont hypertendus. Donc, évitez de manger trop salé, trop sucré, trop gras. Consommer plus de fruits et de légumes, faire du sport. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, en plus de cela, donc on va venir à la journée qui se tient donc le 23 avril prochain à Tinkodogo, donc la journée mondiale de la santé qui va se pencher donc sur l'hypertension artérielle. Est-ce qu'il y a des activités qui sont menées parce que tout ça est peut-être bien compliqué pour la plupart des Burkinabés qui ne sont peut-être pas informés. Est-ce qu'il y a des activités de sensibilisation par exemple qui sont prévues pour toucher le maximum de personnes? Effectivement, des activités sont prévues pour sensibiliser plus la population. Je vais aller juste à l'essentiel le lundi 22, nous avons une journée de sensibilisation et de dépistage qui sera menée à Tinkodogo. À 16h, une conférence publique sera donnée sur l'hypertension artérielle par ma personne. Et le soir, à 18h-19h, il y aura une animation grand public parlant de l'hypertension artérielle et également du paludisme. Parce qu'il faut le noter, nous célébrons de façon conjointe la Journée mondiale de la santé et la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et le lendemain, mardi, nous avons la cérémonie officielle qui sera présidée par le ministre de la Santé. Et qu'est-ce qu'il faut attendre justement après cette journée-là, concernant cette pathologie-là propre qui est l'hypertension artérielle? Quelle est l'après-journée mondiale de la santé? L'après-journée, c'est bien sûr faire le point sur la journée de sensibilisation et de dépistage, qui sera un élément important pour encore mieux sensibiliser la population et attirer l'attention des autorités sur le fait que l'hypertension artérielle est le premier motif de consultation en cardiologie, le premier motif d'hospitalisation en cardiologie et dans le service de neurologie. Donc, par conséquent, avec une forte mortalité, qui nécessite quand même qu'on accorde beaucoup plus d'attention à cette maladie qui apparemment fait peur pour certains et est ignorée par d'autres. Alors, est-ce que vous avez justement peut-être un petit appel à lancer aux populations pour le dépistage qui est prévu? L'appel que nous avons à lancer est très simple, qu'ils viennent et ils verront.
Très bien. Merci bien, professeur André Savadolgo, pour ces éclaircissements. Je rappelle qu'il était question de l'hypertension artérielle, le thème central de la Journée mondiale de la santé. Au Burkina Faso, cette journée sera commémorée et couplée avec celle de la lutte contre le paludisme, et ce sera le 23 avril prochain à Tinkodogo. À Tinkodogo, justement, nous y allons pour parler du Fonds de développement de l'élevage, en abrégé FODEL. Pour la première fois en cette année 2013, le Conseil de gestion était au complet pour examiner le programme d'activité en cours, mais aussi établir un état financier du fonds. Nous y retrouvons Frédéric Etienne Bassenga. C'est Tinkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est, que le Conseil de gestion du Fonds de développement de l'élevage a choisi pour sa première rencontre de l'année 2013. En délocalisant cette rencontre, le FODEL a voulu donner de la visibilité aux interventions qu'il effectue sur le terrain et se rapprocher davantage des acteurs. La particularité, c'est parce qu'on a choisi de délocaliser cette session à Tinkodogo. En la délocalisant, nous voulons permettre aux administrateurs d'être avec les acteurs qui puissent leur poser directement des questions. C'est à cette séance que nous venons d'assister. Nous avons voulu également, à partir de cette délocalisation, nous rapprocher des acteurs, des promoteurs de l'élevage, surtout dans cette région du Centre-Est où on a vu que les acteurs étaient très dynamiques. Placé sous le thème, le Conseil de gestion du FODEL, solidaire des actions des professionnels du sous-secteur des ressources animales et halieutiques, accroître les productions pour lutter contre la pauvreté, cette rencontre permettra d'examiner l'état d'exécution du programme de l'année et de faire l'état financier. Mais avant, le Conseil de gestion du FODEL a visité des unités de production qu'il a eu à soutenir afin de s'imprégner des réalisations effectuées et des insuffisances pour mieux agir à l'avenir. Les concertations en vue de la tenue de la 16e journée nationale du paysan se poursuivent et nous prenons cette fois la direction du Sud-Ouest. Les producteurs et agriculteurs de la région se sont concertés et ont arrêté un certain nombre de difficultés liées à leurs activités. Des préoccupations recueillies pour nous par Christophe Da. À une semaine de la journée nationale du paysan, les producteurs du Sud-Ouest s'affairent pour représenter la région à ce grand rendez-vous. Sortis d'un forum régional, les producteurs nous ont fait part d'un pan des préoccupations qu'ils comptent exposer le jour J. La subvention de l'engrais. Parce que si on ne continue pas à nous soutenir dans ce domaine, ce n'est pas sûr que vraiment, à la longue, si on pourra vraiment s'en sortir, on pourra vraiment bien produire en quantité, en qualité, comme il se devait. Voilà, donc on prie vraiment que l'État continue vraiment à subventionner les engrais. Et également, on a besoin du matériel. Parce qu'aujourd'hui, avec la petite Daba, là, on voit que vraiment, c'est peinant, quoi. Et surtout, on peut voir au niveau de Gawa même, ça nous manque, ça nous manque beaucoup. Au problème d'intrants s'ajoute le crucial problème de retenue d'eau dû au changement climatique. Là, à Tari, on a fait le Bondofa, on a fait le maraîchage, mais précisément, si quelqu'un arrive là-bas, c'est grave. De toute façon, on travaille à perte parce qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser l'eau pour que nous puissions produire en plein temps durant toute l'année. Donc, ce qui fait que c'est un problème. Donc si l'État également pouvait vraiment voir cela pour les producteurs afin qu'il y ait suffisamment d'eau pour qu'on puisse produire. Voilà, ça va vraiment nous aider dans tous les domaines. En outre, les producteurs du Sud-Ouest disent avoir souvent maille à partir avec les orpailleurs qui abondent dans les innombrables sites de la région et qui ne présentent pas toujours de permis d'exploitation. Nous n'avons jamais assisté à une rencontre pour dire que voilà, c'est l'administration qui nous convoque, nous les producteurs, pour dire voilà, les orpailleurs qui sont là, voici les papiers qu'ils ont pour pouvoir exploiter le terrain. C'est quand vous avez un problème, vous partez maintenant et ils disent qu'ils ont l'autorisation. Ils ne vont jamais vous montrer le papier qui les autorise à venir exploiter votre coin. Les producteurs fondent l'espoir de voir leurs multiples et diverses préoccupations trouver des pistes de solutions à l'issue de ce grand cadre d'échange. On attend beaucoup de cette journée du paysan à Banfora parce que ça nous permet de nous connaître, nous producteurs, échanger entre les producteurs, échanger entre les techniciens, les ONG qui sont là. Donc, même avec le président du FASO, rester avec lui 2 ou 3 jours pour échanger. C'est une délégation de 65 personnes composée de techniciens et de producteurs,
tous issus des 4 coins du Sud-Ouest, qui va représenter la région à cette 16e journée nationale du paysan qui se tiendra à Banfora du 25 au 27 avril 2013. Le pont de Vaongo, qui mène à la commune de Ouarghaï dans le Koulpelugo, est sur le point de s'achever pour le grand bonheur des bénéficiaires. Et pour cause, c'est un ouvrage qui va désenclaver cette zone à forte potentialité agricole et économique. Le financement de la Banque mondiale à hauteur de 214 millions de francs CFA a permis l'exécution des travaux. Le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement est allé sur les lieux et notre reporter est Kadi Sanogo. L'ouvrage de Vaongo, qui a été visité par le ministre des Infrastructures et sa délégation, relie la commune rurale de Ouarghaï dans le Koulpelugo à la route nationale 16. L'accès à ce pont en saison pluvieuse était très difficile pour les populations de cette zone à forte potentialité agricole et économique. Malgré les difficultés liées à la fondation, l'entreprise chargée des travaux est à un taux d'exécution de 98%. Il reste la phase des finitions et le nettoyage. Les travaux devaient prendre fin au plus tard le 3 mai. Mais compte tenu du fait qu'il y a eu la saison des pluies est proche, il a fallu quand même mettre la pression pour que l'entreprise accélère les travaux, pour qu'on puisse disposer de l'ouvrage avant qu'une grande pluie n'intervienne. Cet ouvrage qui s'inscrit dans le programme de désenclavement rural entrepris par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale. Il a coûté la bagatelle de 214 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne cette visite, je suis satisfait. Je suis satisfait en ce sens que c'est un projet qui devait être clôturé au 31 mars. C'est pour ça que j'ai choisi personnellement de venir pour m'assurer que les travaux étaient faits. Parce qu'on m'a effectivement fait un point. On m'a donné un taux d'avancement de 98%. Donc j'ai voulu mesurer, évaluer moi-même pour m'assurer que les documents que j'avais correspondaient à la réalité sur le terrain. Je suis arrivé, je vois qu'ils sont à un peu plus de 98%, parce que de mon point de vue, ils doivent avoir atteint les 99%, sinon à peu près 100%. Et je pense que c'est une très bonne chose. L'achèvement de ce pont aura un impact positif dans cette zone sur le plan économique. Dans quelques mois, finit donc le calvaire de la population. Restons dans nos régions pour la suite des installations officielles des maires de communes. Sansan Youl est le 5e maire de la commune urbaine de Gawa. Une cérémonie solennelle a marqué cette installation à laquelle a pris part une délégation venue de la Côte d'Ivoire. Et nous retrouvons Christophe Da à Gawa. L'écharpe tricolore à la ceinture, Sansan Youl est désormais investi de tous les pouvoirs pour exercer ses fonctions de maire de la commune urbaine de Gawa. À cette occasion solennelle, les différentes composantes de la société de Gawa ont exprimé à la tribune leurs préoccupations relatives à la santé, à l'électrification, à la scolarisation, au désenclavement, à l'assainissement, à la création d'emplois pour jeunes, pour ne citer que cela. Des préoccupations qui d'ailleurs se retrouvent dans les 5 axes prioritaires de développement que le maire a dévoilés au public. Mais pour concrétiser ces idées, le conseil municipal a besoin de l'apport de tous les ressortissants de Gawa. Et c'est ensemble, la main dans la main, avec les filles et les fils de la commune, que nous pourrons justement booster le développement socio-économique de la commune. Et donc, cela voudrait dire que nous devons en tout cas mettre fin à nos couleurs, nos appartenances politiques, pour qu'ensemble, nous puissions justement aller dans la même direction des chantiers de développement. Une seule personne, le maire seul et son équipe, laissés à eux-mêmes, ce serait difficile qu'ils atteignent ces objectifs-là. Donc c'est tout le monde, chacun en apportant sa pierre, justement que nous devons construire notre commune. Une construction que les personnalités présentes à la cérémonie se sont engagées à soutenir, mais qui, selon elles, serait vouée au fiasco sans un certain nombre de valeurs sociales. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de cohésion sociale, nous avons besoin de tolérance pour pouvoir avancer sur le chemin du développement. Donc c'est cet appel que j'ai lancé et je souhaite en tout cas que cet appel soit entendu pour que le nouveau maire puisse accomplir sa mission dans un climat de sérénité et de paix.
La paix à Gawa, heureusement, n'est pas un vain mot, à en juger par l'atmosphère qui a régné au cours de cette cérémonie, dont l'éclat a été rehaussé par la présence d'une délégation de la Côte d'Ivoire voisine. Moi, le Burkina, c'est mon deuxième pays. Et tout le monde sait que j'ai vécu au Burkina avant d'être en Côte d'Ivoire. Et donc, tout ce qui concerne le Burkina me concerne. Et surtout que mon village est juste à la frontière. Des événements ne peuvent pas se passer tant que dans mon village n'est pas venu participer à cette fête et égayer cette fête. Et c'est pourquoi je suis venu soutenir ici le maire. Le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Gawa, 5e maire élu de la ville, est un inspecteur de l'enseignement du premier degré. Il a été porté aux affaires le 11 mars dernier par un conseil municipal fort de 130 personnes. Vous avez pu le suivre en direct sur la télévision nationale. La saison de l'Union des sports scolaires et universitaires s'est achevée hier après-midi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Au menu de cette finale USUBF, 3 matchs de sport de main. Le compte-rendu est signé Richard Yamiogo. Le lycée départemental de Bassi de Zignaré en volleyball junior garçon et le lycée provincial Yenenga de Kombiseri en handball junior filles ont fait sensation en dominant leurs finales respectives. Lycée Bassi de Zignaré triomphe au forceps du lycée Lompolo Kone de Banfora sur la note de 2-7 à 1. C'est aussi à l'arraché 15-14 que le lycée provincial Yenenga de Kombiseri est allé chercher sa victoire aux dépens de ses fils de Ouagadougou, qui a longtemps mené le bal avant de se faire coiffer sur le fil. En basketball junior garçon, les élites de Ouagadougou ont battu le collège Joseph Mukasa de Koudougou sur le score de 44 à 38. C'était le match du mano à mano jusqu'à ce que les élites fassent la différence en fin de rencontre. Fin de saison sportive à l'USUBF, une mention spéciale au Comité national olympique et des sports burkinabé qui s'est impliqué dans l'organisation des finales. L'heure est maintenant au bilan. On termine en apothéose avec l'USUBF pour la session 2012-2013, dans la mesure où, au niveau des participants, des établissements qui ont participé, on a encore enregistré un record. Également, quand on regarde le niveau de compétition, on a gagné en qualité. Alors donc moi je dirais que c'est une année qui a été promoteuse, qui promet, et je pense que la plupart des sportifs qui ont participé vous le diront. Nous avons vu des finales relevées, mais comme on dit, on peut mieux faire. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu même des équipes de l'intérieur qui ont même pris des coupes. Donc c'est dire que l'USUBF en tout cas est une très bonne chose et ça peut permettre en tout cas à tous les talents de se révéler, que ce soit au niveau de Ouagadougou ou bien à l'intérieur du pays. Donc c'est dire que les différents présidents de fédérations ont vraiment intérêt à venir suivre ces compétitions parce qu'il y a de bons talents et je pense qu'il va falloir effectivement étoffer nos équipes, cadettes, juniors et même seniors, afin de en tout cas rehausser encore le niveau de notre sport national. L'édition 2012-2013 des Jeux de l'USUBF a été placée sous le parrainage de Sa Majesté le Moro Nava Baogo, qui a gratifié tous les finalistes de prix en espèces. Dans l'actualité hors de nos frontières, nous revenons sur la libération des 7 otages français retenus depuis février dernier au Cameroun. Ils sont arrivés ce matin même en France et ont été reçus par le président François Hollande. Une famille encore plus unie par l'épreuve retrouve le sol français. Tanguy Moulin-Fournier, son épouse, leurs 4 jeunes garçons et son frère sont arrivés tôt ce matin à l'aéroport d'Orly près de Paris. La famille prise en otage et détenue pendant 2 mois par un groupe islamiste au Nigeria a été accueillie par le président français. C'est la vie qui a gagné, a déclaré François Hollande. Ce n'est qu'hier que j'ai appris la chaîne de solidarité qu'il y a eu lieu en France et je pense que c'est ce que je disais à Monsieur le Président de la République. C'est très beau de savoir que la France peut se réunir comme ça, qu'il y a eu ce moment d'émotion. Donc je suis très heureux. Voilà, on est de retour en France. C'est un grand moment. La famille de Tanguy Moulin-Fournier vivait au Cameroun depuis 2011. Les 7 Français avaient été enlevés par des islamistes de la secte Boko Haram alors qu'ils visitaient un parc national au nord du Cameroun.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTB. Très bon week-end à toutes et à tous.